Et au sommaire de Sofage So Good cette semaine, les bonnes nouvelles d'Israël avec le duo de Aviv Geffen et Avraham Fried pour nous réchauffer le cœur. Le plan Roots également pour, on va dire, aller découvrir la vallée du Jourdain en bande ou en famille. Des jeunes francophones adorables qui se démènent corps et âme pour vous faire plaisir. Si vous êtes gourmand, eh bien, vous aurez le plaisir de découvrir le truc du chef Claude Ben-Simon, l'ancien chef pâtissier du Waldorf Astoria. Il va nous dévoiler le secret de sa mousse au chocolat. On parlera d'Alia, bien sûr, avec un couple célèbre chez les francophones. Il s'agit du rabbin Roger Twitou et de sa femme Anne. Ils nous parleront de leur rencontre romantique. Et on conclura l'émission avec les pages Instagram d'Elisa. Alors, si vous êtes prêts, je vous emmène. On y va. Et on a eu du mal à y croire, pourtant la campagne de vaccination contre le Covid-19 a démarré cette semaine. L'hôpital Ichilov et ses équipes, qui se battent depuis 11 mois, comme tous d'ailleurs, sans relâche contre le virus, ont été les premiers à se faire vacciner. Ils ont fêté ça en grande pompe avec un guest star, Ivry Leader et ses 200 000 albums vendus, très aimés des Israéliens. Il a chanté Mizrach HaTichon, le Moyen-Orient. Alors oui, c'était la fête avant la piqûre, Chagiga Lifnei Azrika. L'expression est un petit peu transformé, mais voilà, ça a été fait, c'était la fête. Ils ont chanté, tout le monde a chanté, ils ont même dansé. Les distances sanitaires n'ont pas vraiment été respectées, mais on les comprend, c'était vraiment un grand moment de joie. Et une excellente nouvelle à présent dans le domaine de la recherche contre le cancer, plus particulièrement concernant les mutations des cellules cancéreuses. Des scientifiques de l'Institut Weizmann, en Israël bien sûr, qui travaillent avec d'autres pays comme la Norvège et les Pays-Bas, ont mis à jour concernant l'étude du mélanome, le cancer de la peau, des acides aminés, jusque-là inconnus des tumeurs qui pourraient être exploitées à l'avenir pour augmenter l'efficacité des traitements contre le cancer. Ces acides aminés sont appelés peptides et sont essentiels au succès de l'immunothérapie. Ils agissent en activant les cellules T qui combattent le cancer. Alors cette découverte ne peut pas bien sûr encore être utilisée comme thérapie, mais cela pourra améliorer l'efficacité de l'immunothérapie à l'avenir. Une magnifique découverte israélienne pour l'humanité. Et avec l'année que nous venons de passer en Israël, les manifestations anti-Bibi, les pans entiers de la société qui se sont dressés les uns contre les autres, le coronavirus bien sûr, le chômage, la haine et j'en passe, lorsqu'on a entendu ça, on a été vraiment touché par les paroles bien sûr, mais surtout par le symbole. Deux artistes que tout oppose, le chantre des Juifs laïcs, Aviv Geffen, en guerre depuis toujours contre le monde religieux, lui qui a écrit Fucking Generation. Qui rejette toute forme de croyance, et Avraham Fried, l'artiste racidique par excellence, une star dans les milieux religieux, un artiste profondément croyant et strict observant de la halakha. Aviv Geffen a écrit lui-même et composé ce titre intitulé « Sécheresse pour prôner l'unité dans notre pays ». Un titre où il déclare « Même si tu t'angoisses, ne perds pas espoir. Crois en l'amour, je suis ton frère, ne l'oublie pas, même si tu es très éloigné de moi ». Le coronavirus aura eu raison des préjugés d'Aviv Geffen. En fait, lorsque son ami lui a dit « C'est bon, on en a fini du corona, il n'y a que les docimes qui meurent », il a senti dans son âme que quelque chose s'était brisé, que tout ça avait été trop loin et qu'il fallait agir. Cette chanson ouvre une porte vers l'espoir et l'unité. Il est important, à la veille de ces 4e élections, de donner un message d'union entre les ultra-orthodoxes et les laïcs dans notre travail. Ils sont jeunes, ils sont très sympathiques et ils ont décidé de se ressourcer en pleine nature tout en gagnant leur vie. Ils proposent au cœur du Moshav Yafit des chambres, des tzimmer avec jacuzzi, des feux de camp, des marshmallows, de l'huile d'argan et des balades en pleine nature. Un bon plan à découvrir en famille. En plus, ils sont francophones. Cécile et Jonathan sont avec nous. Cécile et Jonathan Amouya, déjà la vue, on est conquis. Ce bon plan s'annonce phénoménal. D'où nous parlez-vous? Alors, on vous parle en fait du nord de la mer Morte, se situe au Moshav Yafit. Nous avons des tzimmerim
et une tente bédouine. On accueille en ce moment beaucoup de francophones. Des Tsimérim, une tente bédouine, ça veut dire qu'on peut venir se détendre chez vous. Alors, on vous a choisi cette semaine parce que c'est vrai que vous êtes quand même au milieu de nulle part. Vous allez nous dire comment vos clients parlent de vous d'ailleurs. Mais ça a l'air trop beau, quoi. C'est magnifique. C'est désertique. Et en fait, c'est un moshav d'une alia d'il y a 40 ans, d'une alia française de Lyon, dont Maxime et Josiane Amouyal, les parents de Jonathan. Voilà. Ok, donc Jonathan, tu es né dans ce moshav ou presque? Je suis né à Lyon, mais je suis venu ici, mes parents m'ont amené, j'avais une semaine. Ok. Donc, alors c'est vraiment... Pourquoi c'est un super plan de venir chez vous, malgré le fait que ce soit un trou, il faut bien le dire, il n'y a rien à côté? C'est comme un client qui nous a dit il y a la semaine dernière. Ouais. Ici, c'est comme chez les ch'tis. Vous arrivez, vous pleurez, vous repartez, vous pleurez. Déjà, il faut savoir que c'est une région très biblique. Biblique, ça veut dire ça a commencé ici. Toute l'histoire de Yaakov avec l'ange quand il a donné le nom Israël. Tout le passage de Bnei Israël, c'était là. Le dernier arrêt de Bnei Israël avant qu'il distribue en fait Israël en partie, c'était même pas à 5 minutes ici. C'est une région vierge et Baruch Hashem n'a pas été touché encore avec l'industriel. Et nous, on a vraiment de la chance et de pouvoir travailler la terre et de faire connaître la région et d'avoir des gens qui peuvent peut-être avoir un coup de cœur et revenir à la nature. Et revenir à la nature. Alors, le corona vous a boosté, il faut bien le dire. Vous aviez 2 Zimmer, mais là, vous avez décidé de vous lancer à fond. Donc, c'est assez nouveau. C'est pas encore très connu du grand public. C'est pour ça qu'on vous a mis en lumière cette semaine. Alors, ça coûte combien de venir séjourner chez vous? Alors, les Tsimérim, ils vont de 500 shekels jusqu'à 200 shekels pour une nuit. C'est confortable ou c'est très roots? Non, c'est confortable. Et on a un Timer jacuzzi qui est à 500 shekels, qui peut accueillir jusqu'à 4 couchages et après on peut rajouter toujours des matelas. Et c'est vrai que ça ressemble pas aux hôtels de Yamamelar, de n'importe où en Israël, d'Elat. C'est vraiment un endroit, c'est un retour à la nature. Et en fait, aussi, on organise et on fait découvrir notre région par les tioulim que Jonathan propose. Alors justement, on est situé où par rapport aux grandes villes comme Jérusalem? Vous parlez de la mer Morte, est-ce qu'on est très loin? On est à 20 minutes du nord de la mer Morte, à 1 heure de Jérusalem, 1 heure de Tel Aviv, une demi-heure de Beth Shean, 1 heure de Tibériade. On est vachement au milieu. On est au milieu, c'est ça. Et vous pouvez en fait vous dépayser à même pas une heure de chez vous. Donc alors quand on arrive, ça se passe comment l'accueil? Parce que vous avez dit votre client, il avait envie de pleurer, hein, voilà, il était déprimé, on va dire, quand il est arrivé. Qu'est-ce que vous faites pour leur remonter le moral? Pour les citadins qui arrivent comme ça dans un désert, ça peut choquer. C'est un dépaysement. Et ouais. Ok, alors vous faites quoi? Vous les accueillez avec l'apéro? Ouais. La fameuse Bocha de date, qui est un toshav, qui est un habitant d'ici du Moshav la fabrique. Une production de Bocha, de harak de date. Il y a aussi les dates qu'on fait pousser. Et donc, il y a le petit apéro, le petit café. Et après, directement, on commence à faire la tournée avec la ferme de chèvres, et les Mayanot, les tioulim, en fait. Les excursions. Alors, il y a plein de choses à visiter. Est-ce qu'il y a aussi des activités pour les enfants? Il y a un âne juste ici. Il y a des tournées d'âne, il y a des tournées de tractorones. On fait des balades à des lampes la nuit. Ah, on visite l'endroit avec des lanternes, sympa. Vous faites des jeux, etc. On fait c'est des jeux en fait de camping. Ça fait découvrir vraiment la nature aux enfants, peu de camp, marshmallow et les enfants, ils arrivent ici, ils veulent plus repartir. On m'a même demandé si je pouvais ouvrir une keitana l'été. Tellement ça plaît à tout le monde. Alors évidemment, cette région, elle n'est pas très connue, hein, la vallée du Jourdain des francophones. Alors est-ce qu'il y a aussi des superbes panoramas que vous faites découvrir? Bien sûr, il y a l'Andarta, le site Tartaba. En fait, on est juste derrière la montagne. Ici, là, c'est le Tartaba, c'est la plus haute montagne entre Beth Shean et Elat. À l'époque, ils ont allumé des masouot pour prévenir Rosh Chodesh. C'est un site archéologique non fouillé. Il y a des immenses chœurs en haut en pierre.
en forme de cœur et une panoramique 360 degrés sur toute la région, c'est magnifique. Alors, vous êtes pratiquement né ici, on l'a dit, vous avez grandi dans le Moshav. Ça veut dire que vous êtes très proche de vos voisins arabes. Vous parlez arabe vous-même. Vous essayez vraiment de faire comprendre cette région à ceux qui viennent chez vous? Moi, je parle l'arabe couramment de la région, de l'école, de l'armée. C'est un truc qui est normal ici de parler arabe et de travailler avec eux. Moi, je dis toujours à tout le monde, c'est nous ici, on vit dans un autre pays parce qu'on est vraiment en paix. Ça veut dire, on vit pas une guerre. On travaille ensemble. On a une relation. Je donne, je travaille. Il y a de l'argent qui tourne. Il y a un intérêt commun. Voilà. Donc, alors, un intérêt commun, j'imagine que les gens qui viennent vous voir découvrent tout ça aussi. Ça coûte combien de journée de tioul chez vous? Une demi-journée, on va dire. La demi-journée de tioul par adulte, ça fait 90 shekels. Et pour les enfants, c'est 60 shekels. Alors, vous avez quand même, vous aussi... à peu près de 3 heures jusqu'à 4 heures. C'est une petite journée, mais... Ouais. Une bonne journée. Mais bien pleine. Bien pleine. Elle est vraiment... Ok, est-ce qu'on peut faire un programme sur mesure? On peut choisir, parler avec vous, décider de ce qu'on a envie de voir? Ben moi, je m'adapte en fait aux familles parce que des fois, il y a des enfants qui sont trop petits, qui ne peuvent pas avoir accès à plusieurs activités que je fais. Donc, j'ai plusieurs plans, je m'adapte en fait. D'accord, il y a des trucs un peu extrêmes pour ceux qui ont envie de faire du tractor-run, qui ont envie de faire des grandes balades en 4x4 dans la nature, c'est aussi possible? Oui. C'est possible, et pour les enfants et pour les adultes. Il y a des tournées de cheval. Il y a aussi du snapping, ceux-là qui sont vraiment en mode sportif. Il y a du snapping à faire ici. Il y a pour tout le monde. Il y a pour tout le monde. Même les timérim qu'on a, c'est pas détente. Il y a toutes les facilités pour être en couple et faire un anniversaire. Vous organisez aussi des événements là-bas? Des anniversaires, des brides là. Pour finir, parce que malheureusement on est obligé de vous quitter, mais ça a l'air vraiment tellement beau qu'on va venir vous voir. Comment on fait pour vous joindre, pour réserver et surtout, est-ce qu'on peut venir en bande? Est-ce qu'on peut dormir à plus que 4? On peut venir jusqu'à 20 personnes. Couchage, pour dormir. Couchage pour dormir. Et après, vous pouvez aussi, il y aura un site pour des tentes, pour faire du camping. Donc aussi, on pourra loger encore plus de personnes. Donc jusqu'à 20 personnes pour l'instant et il y aura aussi des tentes. Bon, alors je donne votre numéro pour ceux qui ont envie tout de suite, dès après avoir regardé l'interview réservée. C'est le 052 613 22 66. Vraiment, merci de nous avoir offert cette belle vue et de nous avoir mis l'eau à la bouche. On va venir vous voir, promis. C'était le Moshav Yafit, on répète, faut pas oublier le nom. À très bientôt et bravo pour le chapeau de cow-boy. Indiana Jones. Merci beaucoup. Et oui, ça donne envie vraiment d'aller prendre l'air, mais en attendant, on va faire le point sur ce qui s'est passé cette semaine au studio. Et cette semaine, les bonnes et les mauvaises nouvelles se sont entrechoquées au studio. D'abord, consternation générale après l'assassinat terrible de Esther Orgen et puis coup de gueule de Samy Gozlan après les attaques antisémites sur les réseaux sociaux de la sublime April Benayoun et inquiétude également concernant l'interdiction de l'abattage rituel en Belgique. On regarde. Esther d'abord était une femme joyeuse, une femme pleine de vie. Mais je voudrais surtout insister sur un autre caractère, peut-être dont on ne parle pas assez, et c'est normal parce que parfois ces choses se font en discrétion, c'est son chesed, sa bonté. Elle a aidé énormément de gens, elle était toujours prête à aider qui que ce soit. À l'époque du Gush Katif, elle était présente dans les manifestations, elle était avec nous à Kfar Maimon, et elle était même une de ceux qui ont franchi la frontière, enfin la barrière qu'avait imposée à l'époque la police et l'armée, et elle s'est retrouvée. Elle a été même arrêtée parce qu'elle s'était infiltrée dans le Gush Katif alors qu'elle avait un petit bébé avec elle. Et c'était une pionnière. Elle n'avait pas peur. Elle était très engagée dans son sionisme et, comme j'ai dit, Avat Eret Israël et Am Israël. Tous ces postes antisémites, je les ai transmis d'ailleurs à mes correspondants au ministère, notamment au ministère de Mme Shafia. Et
Et effectivement, elle aussi s'est sentie solidaire, et j'ai eu encore confirmation qu'elle était solidaire de cette Miss Provence. Enfin, pour vous dire que bon, nous restons vigilants, mais c'est incroyable ce déchaînement d'antisémitisme. Alors ça, d'un côté c'est incroyable, Samy Gozan, c'est vrai que surtout parce que c'est suite à un concours de Miss France et on ne s'attendait pas à ce genre de choses. D'un autre côté, dans l'ambiance, je vais dire, de la France en 2020, est-ce que c'est vraiment surprenant ? Non, ce n'est pas du tout surprenant. D'ailleurs, moi, j'appelle tous ceux qui sont nés en 2000, depuis les Juifs qui sont nés en 2000, c'est la génération antisémitisme. C'est notre seule arme. C'est notre seule arme. Et puis, je vais même vous dire, moi, j'en ai assez d'entendre que des associations qui déposent plainte demandent à la fin du procès 1 euro de dommages et intérêts symboliques. Non. Là, ce que nous allons demander maintenant, c'est vrai que ça peut paraître, mais nous allons essayer de convaincre le procureur. Ce que nous demandons maintenant, eh bien, c'est que c'est 6 millions, c'est 1 euro par juif assassiné pendant la Shoah. Et je crois que là, ça devrait faire mal aux associations, aux productions, et puis ça, il faut que ça passe mal. 1 euro symbolique, ça ne sert à rien, c'est bidon. Et la Cour européenne de justice vient de décider hier que finalement, l'interdiction de la shrita est compatible avec le droit européen. Ce qui est pour nous une catastrophe. Une catastrophe pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, tous les pays qui voulaient interdire la shrita étaient quelque peu retenus parce qu'ils savaient que ça allait contre un des piliers fondamentaux de la démocratie, à savoir le respect des cultes. Or, à partir d'aujourd'hui, cette peur n'existe plus. La Cour européenne de justice a donné un feu vert à tous les pays d'Europe d'interdire demain la shrita. Et c'est ça qui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, c'est pas seulement l'interdiction de la shrita en Belgique, mais l'effet boule de neige que ces décisions de la Cour européenne de justice risquent d'avoir au niveau européen. Et ça, c'est extrêmement grave. Mais nous avons aussi ressenti de l'espoir. Le vaccin tant attendu est arrivé. Le premier vol direct pour le Maroc en partance d'Israël a bien eu lieu. Et l'économie israélienne, envers et contre tout, se porte bien. Il y a eu aussi, il y a énormément de demandes qui sont arrivées au niveau des centres de soins en Israël. On en est à peu près, je parle jusqu'à hier, de 170 000 demandes sur ne serait-ce que les deux plus grandes coupes Patrolim, Clalit et Maccabi. Donc c'est assez énorme. Je pense pas que c'est exagéré. Je pense que c'est quelque chose qu'on attendait depuis déjà longtemps. C'est une prouesse scientifique, il faut le dire. Vraiment, c'est à ce niveau-là. Le nombre de scientifiques qui se sont investis dans cette recherche et être arrivés quand même au bout de 9 ou 10 mois à fabriquer un tel vaccin, c'est quand même une belle avancée pour la médecine. Et puis au vu de ce qui est arrivé dans le monde ces 10 derniers mois, on est quand même près à 1 600 000 morts, ne serait-ce que 3 000 en Israël, d'être arrivé au stade où on arrive à protéger les gens. Déjà plein d'amis musulmans, puisqu'on était dans une école mixte avec des musulmans. Et ben, il y a des amis qui nous ont contactés par Facebook en nous disant qu'en juin, ils allaient venir visiter le pays et qu'on était très contents de les revoir et de les accueillir, bien sûr, chez nous. La plupart des économistes disent que justement, le fait que le Parlement soit dissous et qu'on ait des élections dans les prochains mois est une bonne chose point de vue de l'économie. Ah bon, parce pourquoi ? que si on regarde ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, les choses, on vivait dans l'incertitude. C'est-à-dire, vous en avez sûrement beaucoup parlé ici, un gouvernement à deux têtes qui n'arrivait pas à prendre vraiment des décisions économiques. À part des décisions sanitaires qui d'ailleurs souvent n'étaient pas prises. On en parlera peut-être pour le troisième reconfinement. C'était un très grand problème. Alors, maintenant, une des choses très importantes dont on parlait, et qui d'ailleurs a fait que le gouvernement tombait, c'est le budget. Alors,
je rappelle ce que j'avais dit quand même il y a plusieurs mois. En Israël, d'un budget à l'autre, il n'y a pas de grande différence, disons 10%. Le fait que on vit maintenant, qu'on n'a pas eu de budget depuis maintenant vraiment 2 ans, ça n'a pas empêché Israël de réaliser pendant la période du Corona une des meilleures performances de l'OCDE. Maintenant, je dois dire aussi que j'étais très surpris et en colère un peu de voir il y a quelques jours, voire semaines, des titres alarmistes dans la presse ou dans la presse audiovisuelle ou dans la presse écrite sur le fait qu'Israël n'aurait pas de budget à la fin de l'année 2020 et donc on va commencer en 2021 avec des réductions massives de 100 milliards de shekels, il parlait, et que ça veut dire un quart de ce que les ministères dépensent pour leur activité, et également que tout ce qui est point de vue d'aider les associations et tout ce qui est le social serait extrêmement affecté. Tout ça, c'est faux. Et comme c'était évident d'ailleurs, c'était uniquement pour une question politique, puisque hier, il a été voté le même jour et à le gouvernement et au Parlement, le fait que tout ce qui a été fait en 2020 a été entériné par le budget comme il le fallait, et que donc on repart 2021 avec une baisse peut-être de 15 milliards de shekels. Et vous le savez, dans Sofage So Good, on est fan des séries israéliennes. Et l'événement de cette semaine a été bien sûr la diffusion du premier épisode de la série israélienne Shtisel, saison 3, qui comprendra 9 épisodes. L'histoire de cette famille ultra-orthodoxe a passionné les Israéliens. Libby et Akiba vont-ils finir par se marier? Après 4 ans de suspense, les fans sont ravis de retrouver tous les acteurs qui, malgré leur notoriété, ont revu leur cachet à la baisse pour faire partie de l'aventure. Alors quant à nous, dans Sofage So Good, nous avons décidé de vous faire découvrir une série israélienne dont les adolescents raffolent. On a eu la chance d'accueillir la jeune Louise de la série Kfoula. Ça ne vous dit rien? Eh bien, regardez plutôt un extrait. אני ללכת לחפש חבר, ונכנסתי בטעות לחדר הזה. זה המחסן שלי אגודה בבית. והדלת, היא נסגרה עליי, חושך, ופתאום אני מרגישה כמו מישהו שהולך עליי. אמא. Wendy Bellassène, bonjour, super contente de te retrouver. Alors là, c'est plus pour Miss Israël, mais c'est plutôt pour cette série Kfoula, où tu étais Louise. Comment tout ça s'est passé? J'ai reçu un message de mon agent. En fait, je suppose que je suis la seule francophone de toute mon agence. Et il m'a proposé une audition pour cette fameuse série que je ne connaissais pas sur le moment, mais qui est très connue chez les adolescents. Et donc, j'ai tenté ma chance. Et une semaine après, j'ai reçu le message comme quoi j'ai été prise. Puis, je suis allée faire quelques cours d'acting prévus par la série même. Et voilà, tout s'est fait. Et tout s'est fait. Alors, tu as apparu dans cette 5e saison. Il faut dire que c'est vraiment une série qui a cartonné auprès des adolescents israéliens. Ouais. Alors, ça a fait quoi te retrouver aux côtés de Noah Kirel, avec tout un staff israélien, toi, la petite française? Ça m'a fait bizarre sur le moment, mais c'était juste... En fait, c'était génial. L'équipe était juste super. Les gens étaient extrêmement simples, très accueillants. Ils me mettaient beaucoup en confiance. Les autres acteurs m'ont beaucoup aidé, ils m'ont donné des conseils. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'avais jamais pris de cours de théâtre avant. Donc voilà, mais ça s'est super bien passé. C'était une très très belle expérience. J'espère que ça reproduira. Eh ben, j'espère, je te le souhaite, mais j'imagine que ça n'a pas été simple aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions avec ton personnage Louise dans la série. Alors certains t'ont détesté, d'autres t'ont adoré. Comment tu as vécu ça? Et pourquoi d'abord? En fait, ça m'a fait plus rire qu'autre chose. Alors, pourquoi? Je me suis dit, je ne vais pas forcément regarder les commentaires sous les vidéos YouTube. Et bien sûr, j'étais trop curieuse. Pourquoi tout ce déchaînement autour de ce personnage? En fait, il y a toute une romance qui s'est créée entre Noah Kirel et l'acteur Bar Bremer qui s'appelle Itamar dans la série. Et j'arrive et je lui vole son amoureux en plein visage, vraiment sous ses yeux. Pile en fait au moment où elle décide enfin de s'ouvrir à lui et de lui déclarer sa flamme. J'arrive tel un ouragan et je prends tout, je déchaîne tout. Et donc j'ai reçu plusieurs réactions d'enfants, enfin de jeunes adolescents.
Et ça se divisait en 2 clans. Il y a soit ceux qui me détestaient et qui me traitaient de sorcière, retourne en France sorcière, ou ceux qui m'adoraient. Et voilà. Donc il y en avait un petit peu pour tous les goûts. Alors c'est important d'en parler parce que c'est vrai que quand on arrive en Israël, on ne connaît pas très bien ce qui se passe au niveau ni du cinéma israélien ni des séries. Donc et pour les parents et pour les enfants, bah voilà, savoir que ça c'était une série qui a, on va dire, qui a passionné les ados. Tu as d'autres projets, Wendy? J'ai auditionné pour un film, mais j'attends encore le résultat. Donc à voir à l'avenir, je continue les shootings photos, je continue les partenariats avec certaines marques, je travaille souvent encore avec mon agence. Ouais. J'ai participé à d'autres publicités, voilà. Ok, alors toi, quand tu arrives en Israël, est-ce que tu regardais les séries TV israéliennes? Est-ce que tu regardais des films en hébreu ou pas du tout? Absolument pas. Dès que je suis arrivée en Israël, je ne parlais pas un mot d'hébreu avant tout. Et j'ai été 3 ans dans un internat. Donc, j'ai commencé rien qu'à parler hébreu seulement quand je suis sortie de l'internat. Donc, pour moi, tout était très nouveau. Et j'ai commencé même à regarder en fait, la télé en hébreu il y a très peu de temps. Donc, personnellement, je ne connaissais pas la série. Mais j'en avais tellement entendu parler parce que mes petites sœurs connaissaient, toute leur classe connaissait. Et dès que j'ai donné le nom de la série dans laquelle je devais participer à ma petite sœur, elle était « Quoi ? Tu veux participer à Kvoula ? Tu veux voir Noah Kirel ?» Elle était en folie, elle racontait à toutes ses copines. Donc voilà, c'était drôle. Elle est sympa, Noah Kirel. Elle est très gentille. Ah ok, je croyais que tu n'allais pas vouloir me répondre. D'accord. Pardon ? Donc elle est très sympa, les relations étaient sympas sur le tournage. Ah oui, oui. Ils étaient extrêmement accueillants et c'est des personnes extrêmement simples en fait. Ils essayent pas d'être une autre personne qu'ils ne sont réellement. Bon, alors on va se quitter avec un petit extrait de la série pour ceux qui ne connaissent pas. Évidemment, on peut la revoir sur YouTube, je crois. Il y a pas mal d'épisodes en replay. Je crois pas qu'il y aura une 6e saison. C'est pas prévu? C'est pas prévu, mais on verra. En tout cas, j'ai pu clôturer la dernière saison en beauté avec tout le chamboulement que j'ai fait avec ce trio amoureux. Voilà. Bon, ok, on verra. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. On te souhaite bonne chance et à très bientôt. Vous le savez, l'expression sofash veut dire fin de semaine en hébreu. La fin de semaine est propice au cocooning, aux bons petits plats. Et c'est le moment, ça tombe bien, du tour de main du chef. Il a été chef pâtissier du Waldorf Astoria de Jérusalem pendant près de 4 ans et demi. Sa page Instagram regorge de merveilles et notamment un croissant bicolore à la confiture de framboise qui vaut le détour. Il est avec nous aujourd'hui et on a hâte de savoir ce qu'il nous a préparé. C'est Claude Sidbon, on est ravis de l'accueillir. Bonjour Claude. Salut Cathy, bonjour à tous. Alors qu'est-ce que tu vas nous préparer? Ma mousse au chocolat en fait. Et là, c'est super important. J'y tiens parce que c'est très souvent on me demande. C'est une mousse au chocolat à base de crème anglaise. Alors, ça veut dire quoi à base de crème anglaise? Première chose, j'ai des œufs. Hein. En fait, j'ai des jaunes dans ma mousse au chocolat, mais ils sont cuits. Et ça, c'est super important parce que très souvent, on me dit oui, moi, je fais une mousse au chocolat, je mets des jaunes avec du chocolat et des blancs montés. Oh, et là, je dis attention, les amis, il y a des jaunes, ils sont pas cuits. Des fois, ça peut être délicat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va la cuire. On va cuire nos jaunes. On va pas les laisser comme ça. On va pas les mettre à l'intérieur de notre crème sans avoir un changement thermique. Et ça, c'est super important. Et pareil pour les blancs. Alors, les blancs sont moins délicats que les jaunes, d'accord? Mais je mets pas de blanc dans ma mousse. Pourquoi? Et vous allez comprendre quand je vais expliquer tout à l'heure. Je veux avoir une texture qui soit hyper liée, qui soit très souple. Et pas du tout une texture qui se casse, hein, d'accord? Parce que des fois, quand on fait une mousse au chocolat qui n'est pas très sucrée, on a des blancs qui vont casser. Et là, ça va se ressentir dans notre mousse au chocolat au final. Et moi, ce que je veux, c'est une mousse qui soit hyper onctueuse et qui soit très... Là, déjà, je te mets l'eau à la bouche, non? Tout à fait. Ok. Alors, comment est-ce que je fais? Alors, je donnerai la recette. D'ailleurs, la recette, elle est ici. Si tu veux, je l'envoie tout de suite. Donc ça... Oui, tu peux l'envoyer. On pourra les avoir sous les yeux. Alors, c'est très simple. Dans ma mousse au chocolat, il y a d'abord du lait et de la crème. Hein, je les ai mis ici dans ma petite casserole parce que vous allez voir, je vais faire chauffer mon lait et ma crème. Ok, j'ai fait moitié-moitié. Ensuite, j'ai des jaunes d'œufs frais. J'ai très peu de sucre
vous allez voir que dans une crème anglaise, dans une mousse au chocolat, d'habitude, on met beaucoup de sucre, ou en tout cas, on en met une certaine quantité. Et moi, j'en mets un tout petit peu, c'est juste pour éviter d'avoir des grumeaux avec mes jaunes. Et vous allez comprendre. Alors, moi, j'utilise du sucre de canne organique, qui est bio. Comme ça me permet d'avoir quelque chose de vraiment très, très, très sain. Et surtout, très peu de sucre. Pourquoi ? Parce que j'en ai dans mon chocolat. Malgré le fait que ce soit une crème anglaise, ça sera vraiment une vraie texture de mousse, ce ne sera pas une crème au chocolat? Et alors, regardez, là, je vous réserve, à la fin de ma préparation, je vais mettre de la crème montée, de la crème liquide que j'ai montée. J'ai pris de la crème comme celle-ci, la Chamanette Metuka, de la crème fleurette, et je l'ai montée avec mon petit fouet et mes petites mains, hop, jusqu'à ce que j'ai obtenu, et je vous montrerai la texture, parce que ça, c'est super important. Alors moi, pour l'instant, ce qui est important, c'est que je cuise ma crème anglaise. Alors, comment est-ce qu'on fait une crème anglaise? On a dit, on met du lait et de la crème sur le feu, je mélange, regardez bien, mon jaune et mon sucre ensemble. Ok, alors je me mets ici pour que vous puissiez voir, comme ça. Tu me dis s'il y a besoin de voir, de se rapprocher. On voit, très bien. Ok, super. Alors, très, très important, regardez, c'est encore un truc qui est hyper important pour nous, les pâtissiers. Quand on a mélangé du jaune et des sucres, tout de suite, et du sucre, on mélange. Tout de suite. On ne le laisse pas traîner, on ne le laisse pas stagner. Pourquoi? Parce que le sucre a tendance à faire des petits grumeaux dans nos jaunes d'œufs. Donc, tout de suite, on mélange bien. On appelle ça, comment est-ce qu'on appelle ça, tu sais, Cathy? Ah ben, pas du tout. Blanchir. On parle de blanchir les jaunes. Ah ben voilà. Alors, j'ai mon mélange de jaune et de sucre, et je vais l'ajouter dans mon lait et ma crème. Et le plus important, c'est pas de la cuire, d'accord? Je veux pas cuire ça. C'est pas comme une crème pâtissière, par exemple, où on va devoir bien cuire, on va voir l'ébullition. Là, je vais arriver à peu près à 84 degrés pour les pros d'entre nous. Première étape, ça c'est super important. Je vais rajouter un petit peu de lait et de crème dans mes jaunes, pas beaucoup, un tout petit peu. Je vais bien mélanger, ok? Tu sais, c'est ça qui est génial quand, depuis que je suis arrivé en Israël, il y a des concepts, des termes qu'on a du mal à transmettre, ok? À transmettre en hébreu, par exemple. Et celui-ci, il est extraordinaire parce qu'en français, ça ne se dit pas trop équilibrer les températures. Ce n'est pas un thème qu'on apprend, un thème qu'on apprend. Mais ici, ça marche très bien. Alors, une fois qu'on a H température. Voilà, donc ça marche. Donc, tu as équilibré les températures. Ça veut dire que mes jaunes qui étaient froids, en fait, ils sont devenus tièdes. Ok, ça permettra que lorsque je vais les rajouter à ma crème qui est chaude, je n'aurai pas des grumeaux, je ne vais pas faire une omelette. Super. Donc voilà, je rajoute mes jaunes dans mon lait et ma crème qui a bouilli, d'accord? J'ai éteint le feu. Et là, maintenant, je le rallume, d'accord? Et j'ai un petit truc imparable pour cuire ma crème anglaise parfaite. Regardez ce que je fais. J'incline la casserole. Voilà, je l'incline. Et lorsque je vois, regardez, dans le fond de la casserole, ça accroche un tout petit peu. Ça y est, ma crème anglaise est prête. Et ensuite, regardez. Et là, je vais verser ça sur le chocolat. Donc alors, j'y vais en deux fois. On ne fait pas le contraire, on ne met pas le chocolat dans la crème, on verse la crème sur le chocolat. Ouais. Alors ça, c'est aussi un truc de pro, ça veut dire que toujours, le chocolat jamais au contact d'une chaleur. Le chocolat, c'est un produit qui est très délicat, il faut faire attention, il faut le chouchouter, et pas du tout le mettre au contact de la casserole, parce que la casserole, elle est ébouillante. Donc, je commence mon petit mélange, d'accord, de ma crème, ok, tout doucement. Alors voilà, je finis avec la crème anglaise, encore une fois, voilà. Hop, j'ai presque tout rajouté, vous allez voir. Je finis, je peaufine mon mélange, d'accord, mon émulsion, c'est comme ça qu'on appelle ça, une émulsion, ok, de chocolat et de crème. Ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fini mon émulsion, je vais laisser un petit peu refroidir ma crème. Alors quand je dis un petit peu, on va dire, allez, 25-30 degrés, il ne faut pas que ce soit trop chaud. Voilà. Ça, on appelle ça un crémeux chocolat, d'accord? C'est, on va dire, le départ de ma mousse chocolat. Ça, je vais le mettre, je vais le filmer, ok? Je vais le filmer et je vais le mettre au frigo pendant, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure, ok? Histoire que ça refroidisse un petit peu, ok? Mais, tu sais, comme à la télé, hop, voilà. Voilà, j'ai la même chose. Je l'ai juste faite il y a à peu près 1 heure et je l'ai laissé dehors. Il est un peu saisi, donc c'est très bien, ok? Je te montre un peu la texture de ce crémeux chocolat. Alors ça, par exemple, je pourrais l'utiliser. Je pourrais l'utiliser, par exemple, dans une tarte au chocolat ou bien à l'intérieur de macaron. C'est super, c'est hyper onctueux. Alors voilà, tu vois, c'est ma crème chocolat. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, à mettre la chantilly. Alors,
Je veux juste montrer un petit truc, c'est qu'une chantilly, quand on la met dans une mousse au chocolat, il ne faut pas qu'elle soit trop montée. Il faut qu'elle soit montée comment? Tu sais ou pas? Ah, mais pas du tout. Je suis une très mauvaise élève. On dit comme un yaourt. Comme le yaourt, d'accord. Pourquoi comme un yaourt? Parce qu'on sait tous comment c'est un yaourt. Tu vois, on a tous vu la texture d'un yaourt et voilà. Alors, il y en a plein qui me disent, ouais, mais comment on va avoir du volume? Comment on va avoir des bulles d'air à l'intérieur? Comment on va avoir une onctuosité? C'est tout liquide. C'est vrai, mais il faut savoir que dans nos crèmes, que ce soit parfait, que ce soit laitière, il y a des enzymes. Et ce sont ces enzymes-là qui vont créer ces bulles d'air à l'intérieur de notre mousse. C'est pour ça que je n'ai pas forcément besoin de blanc d'œuf. Juste avec une crème montée, eh bien, ça suffit. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais incorporer ma crème liquide, voilà, dans mon crémeux. Alors, mon crémeux, regardez, je vous montre comment il est. Hein, il est super onctueux, hein, il est hyper agréable. Magnifique. Et bien là, ce que j'ai plus qu'à faire, c'est à mélanger ma crème liquide, d'accord, la crème qui a été montée dans le crémeux chocolat, dans la préparation crème anglaise et chocolat. Regardez, notez bien le geste, toujours en remuant comme ça. Et là, ça veut dire qu'une fois que ce sera amalgamé, c'est terminé. Ça va au frigo et on n'a plus qu'à attendre. Voilà. Ce qui est super important, c'est en fait de laisser au chocolat de se stabiliser, d'accord? Parce que le chocolat, lui, il a besoin d'un certain temps de se stabiliser. Une fois qu'il s'est stabilisé, on va compter à peu près 1 heure, 2 heures au frigo, on va pouvoir les déguster. Alors regardez, cette mousse au chocolat que je viens de faire, elle va au frigo, et moi, dans 2 secondes et demie, je vais chercher celle que j'ai faite il y a ce matin. Alors voilà, bon, là, je peux prendre le téléphone parce que là, c'est indispensable. On va vous montrer vraiment de près notre mousse au chocolat. Ça, c'est la mousse au chocolat. Et regardez l'onctuosité, hein, le crémeux. Vous voyez les bulles d'air, hein? Il y a des bulles d'air, hein, c'est pas pour rien. Hein. C'est parce que justement, elle s'est reposée suffisamment. Et là, tu montres. Et je suis obligé, Cathy, pour vous tous, pour le caméraman, pour tout le monde, regardez le kiff que je me fais. Ah bravo, merci en tout cas. Mangez-la à notre santé. On était ravis de vous accueillir, Claude. C'était un plaisir. C'était un grand plaisir. Allez, ciao et bon appétit. Comme d'habitude, à très bientôt. Ciao. Bye bye. Ils ont accompagné des générations de jeunes juifs en France. Si vous connaissez la synagogue des Tournelles, vous les connaissez forcément. Le rabbin Roger Twitou et sa femme Anne sont avec nous. On est très content de vous voir à Jérusalem enfin arrivé. Vous êtes arrivé en 2004, mais vous avez une histoire d'amour avec Israël. Je crois, on va commencer par vous, Rabbin Twitou, puisque dans votre famille, c'est une longue et belle histoire d'amour. C'est une longue histoire d'amour, mais en fait, la vie nous apprend à reconnaître un petit peu ce qu'on doit à ceux qui nous ont précédés. Il est dans un petit village qui s'appelle Kenchela. Ce petit village était situé dans les Aurès. C'est de là qu'a commencé la fameuse guerre, le soulèvement. On appelait ça les événements d'Algérie. D'abord, je dois dire que dans les années 20 et les années 30, il y a eu plusieurs vagues d'antisémitisme en Algérie, les pogroms. Premièrement. Deuxièmement, de plus en plus, on parle de Palestine. Moi, j'étais tout jeune, bien sûr, mais à la maison, on parlait de Palestine, et des événements en Palestine, les guerres. Et mon père, qui avait une fille de son premier mariage, Rona Livracha, a décidé qu'il fallait commencer. Et elle avait 16 ans. Il l'a envoyée en Palestine. Ma sœur Hana ne savait pas nager. Donc, quand elle a sauté du bateau à Haïfa, ça c'était en 46, fin 45, 46, elle ne savait pas nager. Les Anglais les ont attrapés, elle a passé 1 an et 3 mois à Chypre. Donc, mon père se préparait. Et puis son père à lui, dont je porte le nom, Masraoud, qui lui a dit un jour en arabe, on parlait en arabe à la maison aussi, prépare les papiers, je vais en Palestine, et il est parti en Palestine. Parents et grands-parents qui ont ressenti que le monde bougeait en Europe et qu'on n'avait plus tellement de place là-bas. Voilà. Tout a commencé, on va dire, dans la famille Twitou. Alors vous aussi, Anne, vous avez un lien avec Israël, et je crois que votre histoire à tous les deux commence en Israël, une histoire assez incroyable. Vous êtes arrivés en tant que volontaires tous les deux en 1967, et
vous vous êtes rencontrés d'une façon un petit peu bizarre. Moi, j'étais pas vraiment élevé en tant que sioniste, mais je sais pas, quelque chose m'a dit je dois partir. Je suis infirmière diplômée en Angleterre et je suis parti et puis on m'a envoyé à Neretson. Bon, c'est ça, je sais pas, la chance que j'ai eue. On m'a envoyé, j'ai dit que j'étais infirmière, ils m'ont dit mais on n'a pas besoin. Le prochain, il n'y a pas eu tellement de blessés et tout. Et on m'a envoyé dans un champ de tomates. C'était en pleine guerre des 6 jours, hein, c'est ça? En pleine guerre des 6 jours. Oui, à Neretson. Alors, dans un champ de tomates, qu'est-ce qui se passe dans le champ de tomates? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que on était 3 filles anglaises et il y avait 2 garçons anglais. Et puis, je vois un petit monsieur qui arrive en uniforme. Et j'ai dit, c'est pas possible. Même l'armée doit nous aider pour ramasser les tomates. Non, c'était Roger qui était habillé en militaire. Et puis, bon, on se dit bonjour. Je parlais déjà le français, pas comme maintenant. Mais, on s'est pas vraiment quitté depuis. Voilà. Depuis cette fameuse rencontre au milieu des tomates, vous ne vous êtes pas quittés, c'est vraiment très romantique. Ça devait être incroyable parce que à l'époque vous étiez étudiant au séminaire à Binic, vous étiez loin de ce monde, loin de tout ça. Comment vous êtes arrivé en tant que volontaire et pourquoi vous avez voulu venir? Je faisais mes études rabbiniques, c'était la dernière année. Alors en 67, c'était l'agitation, ça commençait en Égypte, ça discutait, tout le monde sentait qu'il y aurait la guerre, et 2 de mes camarades, mon disciple, qui faisait la rabbinoute aussi avec moi, c'est le rabbin Claude Zafran, qui était rabbin à Besançon puis à La Roquette, le rabbin Yaakov Gedge, tous les 2, on a fait nos études ensemble, on était à Yabné ensemble, et on est allé voir ensemble le grand rabbin Chili, directeur du séminaire, pour lui dire on ne supporte plus, faut qu'on aille en Israël. On nous prendra pour ce que l'on peut faire, mais pourvu qu'on soit en Israël. Et il nous a pas découragés. Tout de suite, il a dit je vous comprends. Et on est parti. C'est incroyable. Premier volontaire. Alors, en tant que volontaire, je crois que vous avez pris le premier avion qui partait pour Israël. Alors, vous avez rencontré Anne, vous avez connu cette période complètement euphorique. Qu'est-ce que vous gardez de ce moment? Ce moment, moi, je suis arrivé dans un pays qui était dans les ténèbres, parce que c'était le couvre-feu. On est arrivé la nuit, tout était peint ou recouvert, peint en bleu ou en noir, et recouvert, les maisons aussi. La guerre cessera 2 ou 3 jours après. Un de mes neveux m'a dit Dod, je dois remonter au nord avec mon camion et je ramène des soldats vers le nord. Est-ce que tu veux voir? Tu parles. Il y avait que le mot miracle. Miracle dans la bouche de beaucoup de gens. Voilà, et c'était ça un petit peu l'ambiance. Alors juste pour revenir à vous, parce que vous êtes quand même un couple assez atypique, vous séfarade, elle ashkénaze, 2 mondes complètement différents. Vous deviez détonner à l'époque. C'était étonnant comme couple, j'imagine. Ouais. La vérité, on a plus de 50 ans, parce qu'on est mariés depuis plus de 50 ans, Baruch Hashem. La vérité, c'est que pour les Algériens donc je ne suis pas lié à l'histoire de l'Algérie des années 63, etc., puisque j'étais en France depuis un moment déjà. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que on a été éduqués avec la fierté de rencontrer un juif, ou la joie, disons, souriant de rencontrer un autre juif dans la rue, même si on ne le connaît pas. Il n'y avait pas d'histoire d'Ashkénaze et séfarade, pas du tout. Je parle sérieusement. Et pas d'histoire Ashkénaze et séfarade. Par exemple, pour mon père, la seule chose qui l'a intéressé, une fille de bonne famille, oui, comment il s'appelle? Son père est Cohen. Ah, il faut absolument que je suis d'accord que tu l'invites. Voilà. Et ça, c'est lorsque j'ai fini mon volontariat, parce qu'il fallait que je rejoigne la France, l'armée m'appelait. L'armée française vous a appelé. Alors finalement, voilà. on va pas tout raconter, mais vous avez fini par vous marier, puis vous avez vécu en France, vous avez été rabbin à Nantes pendant 2 ans, à Strasbourg pendant 12 ans, ensuite vous avez été pendant 23 ans, et c'est comme ça que beaucoup de juifs de France vous connaissent, rabbin des Tournelles. Vous avez mis du temps à arriver en Israël. Pourquoi? Vous êtes arrivé seulement en 2004. Simple, une phrase. J'étais boursier d'État. Je suis d'une famille de 10 enfants.
Hein, et donc, je me devais, c'était moral, je devais, on s'engageait à travailler 5 ans dans le cadre du consistoire de la communauté en France. Mais après ces 5 ans, vous auriez pu partir? J'aurais pu partir. Je crois qu'il fallait travailler. Je parle pas de moi, je parle des rabbins, du travail des rabbins en France. Hein. Quand j'ai commencé avec Anne à travailler avec les associations de handicapés, etc., avec le Fonds social juif on a créé la première charte du handicap juif qui était envoyée dans toutes les synagogues pour être signée. Quand la mairie de Paris faisait une manifestation pour le handicap, il me demandait mon avis. Quand à Paris, ils ont fait enfin les 12 heures pour Yerushalayim, à Strasbourg, on a fait Yom Yerushalayim. Anne, ça a été long d'arriver. Vous aviez envie d'arriver, de rejoindre vos enfants qui vous avaient précédé en Israël? Oui, mais parlons très honnêtement, c'était mieux qu'on reste en France. Les enfants, ils avaient besoin de nous financièrement. Okay. Et c'est pas si on serait parti en Israël, je ne sais pas trop ce qu'on aurait fait. Bon, moi, j'aurais pu travailler comme infirmière. Roger, les rabbins, ici, ça court les rues. Non, mais c'est vrai. Alors, il fallait aider nos enfants. On a 6 enfants et tous les 6 sont partis en Israël. Et après 1 an, on les a dit, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, ils sont tous restés en Israël. Vous êtes restés seuls en France combien de temps après leur départ? On est resté 14 ans, seuls. Moi, j'avais trouvé un petit boulot. Et puis, dès que j'avais un peu d'argent, je partais en Israël voir les gosses. Cathy, nous avons eu, je le dis franchement, Katonti, Mamash, tout au long de notre vie, l'Ashgacha, tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a pu faire, etc. Par exemple, le bus des étudiants qui allait à Ratzofim était régulièrement caillassé. Ma belle-mère, Zirona Livracha Ruth, était dans le bus, elle voulait nous voir et voir Titi. Le bus a été caillassé, alors elle est rentrée. Et quand on est revenu à l'hôtel, elle nous a dit, Roger, je vais t'envoyer de l'argent, c'est mon mari et moi, et il faut que tu trouves un petit appartement pour Titi. Et au fur et à mesure que ses frères arrivent, au moins ils auront une adresse. Donc ça fait qu'on a eu la chance immense tout au long de notre vie d'avoir cette aide providentielle. Cette aide providentielle, mais on voit quand même que, puisque tous vos enfants sont montés, que vous avez vraiment un lien très très fort avec Israël. C'est pas toutes les familles où tous les enfants montent en Israël. Alors, puisque vous êtes là maintenant depuis quelques années, ça commence à compter. C'était quoi votre plus joli souvenir? Qu'est-ce qui vous reste en tête quand vous pensez à votre alia? D'abord, la fierté de ce que mes enfants, les 6, qui étaient envoyés chaque fois, chacun était envoyé, va faire 1 an après le bac, et puis on verra. Et puis tu décides. Donc, les 6 on décidait de rester, même si on était seul à la maison, premièrement. Deuxièmement, tu arrives en Israël, après d'avoir été séparé d'un long longtemps des enfants, et c'est vrai, je suis ému. Être accueilli le soir à Tétart, tu vois, à l'aéroport, avec un grand panneau de Baruch Haba, les gens nous regardaient bizarre un peu, tu vois, et il y avait les enfants avec leurs maris, donc j'avais mes enfants, mes beaux-filles, mes gendres, mes belles-filles. Les petits-enfants. Et même une partie de petits-enfants, enfin tous ceux qui étaient là, tous ceux qui existaient, des enfants nous ont accueillis à l'aéroport, alors ça te rend compte, et je reçois ma carte d'identité, et sur ma carte d'identité, il y a marqué « Quand je suis né en hébreu ». C'est incroyable. C'est incroyable. Et quand ça a été comme ça, toute ma vie, et avec Anne aussi, que ce soit à l'école rabbinique, les rabbins qui ont été mes maîtres, que ce soit des personnages comme le grand rabbin Kaplan. Vous voyez, Cathy, je vous donne les choses en désordre, mais c'est vrai que le grand rabbin Toiti, qui est un de mes maîtres, le grand rabbin Guggenheim, le grand rabbin Chili, les présidents de communautés que j'ai connus qui ont un match. Alors, vous avez envie de leur dire quoi, justement, à tous ces gens qui vont peut-être vous écouter, les présidents de communauté, les gens qui sont en France? Vous avez envie de leur dire de sauter le pas, d'essayer, de tenter l'aventure? Jamais je n'ai employé ce genre de phrase. Jamais. D'abord, en tant que rabbin, je me refusais à faire ça. Par contre, Anne et moi, on a toujours fait... Tout le monde savait la place qu'occupe Israël dans notre vie, dans notre cœur, etc. C'est bien simple. À l'école, à la synagogue des Tournelles, tous les shlichim,
venez surtout au Tournelle. Venez, venez malgré prendre un peu, les respirer un peu l'air de la cris maison. des présidents, etc. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il y avait une communauté où ils pouvaient être accueillis. Quand quelqu'un venait pour parler de Aliyah, etc., c'est pas évident qu'il soit reçu dans les synagogues. Aujourd'hui, Rav Toutou, Anne, vous habitez à Jérusalem. Ça aussi, c'était une grande bénédiction. C'était un choix. C'est pas extra, ce rêve. Bon. Ça c'est vraiment... on remercie Hachem tous les jours. Ça, c'est vraiment grâce à mes parents. Parce que jamais, honnêtement, on n'aurait eu les moyens d'avoir quelque chose à Yerushalayim. Rabbin Toutou, vous voyez aussi, j'imagine, des anciens fidèles à vous. Vous les retrouvez ici avec plaisir? Et comment? Et puis, il y en a que je ne reconnais plus. Quand tu croises quelqu'un dans l'avion qui te regarde et qu'il est triste parce qu'il n'arrête pas de te sourire, comment vous m'avez pas reconnu? Il est marié il y a 25 ans, ou il y a 26 ans, ou des machins comme ça. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Rav Toutou, quand on arrive ici, vous êtes aujourd'hui à la retraite, est-ce que vous vous ennuyez? Vous avez de la chance d'avoir 6 enfants, les gendres et les belles-filles, une plus gentille que l'autre, 31 petits-enfants, et Baruch Hashem, une arrière-petite-fille, j'ai pas le temps de m'ennuyer. En plus, j'ai des bonnes amies ici. Alors justement, quand on a préparé l'interview, Rav Toutou, vous me disiez, je prends du temps pour me ressourcer, pour savoir qui je suis. C'est assez étonnant. Au début, c'est vrai. Et là, merci de me rappeler ça. C'est vrai, hein, Cathy, parce que vous avez connu les Tournelles. Hein, vous savez de quoi je parle, hein. Et Anne était seule. Grâce à Anne, la vérité, j'aurais rien pu réussir, la vérité. Quel rapport entre la solitude de Anne et le fait que vous aviez besoin de savoir qui vous étiez? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire? J'étais en même temps au milieu militaire, au milieu des hôpitaux, le problème de la communauté, le handicap. À Strasbourg, j'étais aussi le rabbin de l'Orte. Vous êtes perdu au milieu de toutes ces activités? Vous aviez besoin de vous ressourcer? Voilà. Et au début, quand les premiers mois, la première année, ça m'a pris du temps. Qui je suis? Comment se retrouver face à soi tout seul avec sa femme? Et heureusement que la famille, heureusement qu'on est en Israël, heureusement que je peux marcher dans Israël. Hasdé Hachem. J'étais pas bien à Paris. Dès que j'arrive ici, je me redresse. Je suis chez moi. Alors, en tout cas, c'était très émouvant de vous entendre parler de votre famille, de votre parcours. Vraiment, on vous remercie d'avoir témoigné ici. On vous souhaite plein de bonnes choses, encore de longues années de bonheur en Israël. Merci à vous. Merci à vous aussi. À très bientôt. Bonjour Marie, bonjour à toute l'équipe. Ciao. Kol Tov. Au revoir. Et oui, on aime aussi les belles histoires romanesques sur SoFash So Good. C'est presque la fin de l'émission, mais restez jusqu'au bout, ce serait dommage de rater les pages Instagram d'Elisa. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Alors effectivement, aujourd'hui, on va faire le tour de certains comptes Instagram qui valent le coup et qui vont nous permettre d'ouvrir nos horizons, nous qui sommes un petit peu enfermés en ce moment, qui vont nous ouvrir à la culture, à la gastronomie, qui vont nous faire rire. Vous allez voir, je vous ai préparé quelques petits contes hyper sympas que j'espère vous ne connaissez pas, et au cas où vous les connaissez, ça fait toujours du bien de s'y replonger un petit peu. Le premier conte, c'est le conte du musée du Louvre. Alors, on est en Israël, on est heureux, il y a des choses merveilleuses à découvrir, mais si vous êtes comme moi, en manque un petit peu de cette culture et de séjourner au musée à côté du jardin des Tuileries, sous les arcades, eh bien, il y a le compte Instagram du musée du Louvre qui est un compte extrêmement bien fait. Tous les jours, il nous permet d'aller à la découverte des œuvres qu'on connaît et d'œuvres qu'on ne connaît pas, avec des petits secrets, de nouvelles œuvres qui arrivent, de nouvelles collections. C'est extrêmement bien fait, c'est mis à jour très régulièrement et moi, personnellement, j'apprends tous les jours plein de choses, que ce soit encore une fois sur des œuvres devant lesquelles je suis passée 10 fois comme la Joconde, ou des œuvres complètement méconnues parce qu'elles sont dans une des parties du musée qui sont pas forcément ouvertes au public. Il y a des parties qui n'ouvrent pas parce que c'est des œuvres un petit peu trop fragiles, et là sur ce compte vraiment vous allez apprendre un tas de choses. Donc ça c'est pour le côté culture, on vous met le compte ici, c'est Musée Louvre. Voilà, ensuite, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça c'est pour le côté gastronomie, il y a la Maison Kaiser qui vient d'ouvrir une antenne à Tel Aviv. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la vraie
boulangerie, pâtisserie française. La personne qui a ouvert ça, donc Kaiser, a des boulangeries dans le monde entier. Il y en a plusieurs à New York, il y en a vraiment partout. Et enfin, je suis tellement contente que ça ouvre à Tel Aviv. Donc, je vous mets quelques images. Ça a ouvert sur le Namal. Et alors, c'est vrai que moi, actuellement, je suis en isolement, donc je ne peux pas y aller. Mais rien que de voir tous les jours les gens qui postent des photos sur Instagram, ça me transporte et je n'ai qu'une envie, c'est d'attendre de pouvoir y aller. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des bonnes baguettes. La bonne baguette, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Je ne l'ai pas encore trouvé, la bonne baguette en Israël. Donc, vraiment, je compte sur Kaiser pour nous faire goûter des choses merveilleuses. Ils ont aussi un côté brunch, donc comme c'est au Namal, vous brunchez devant la mer. C'est vraiment magnifique. Allez voir leurs photos, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Pour ceux qui ont envie de voir la mer, pour ceux qui ont envie de voyager, je vous présente le compte Instagram d'Anna Sachs, qui est une jeune femme absolument merveilleuse que j'ai découvert et qui nous fait des carnets de voyage. Elle voyage dans le monde entier, donc bien évidemment plus trop en ce moment, mais ça nous permet de nous mettre à jour sur tous les merveilleux voyages qu'elle a fait et je voudrais particulièrement me concentrer sur ces voyages qu'elle a fait en Israël. Donc elle nous met des photos, des vidéos absolument géniales qui nous mettent des étoiles plein les yeux. Elle voyage avec sa petite famille, son mari et ses 2 filles. Et moi personnellement, c'est des endroits, même si j'habite en Israël depuis 14 ans, que je ne connaissais pas. Donc voilà, le château des 1001 nuits de Ski Boots, incroyable, le lac caché à côté d'Eilat. Nous, quand on va à Eilat, c'est vrai qu'on va toujours dans les mêmes endroits. Elle nous découvre toujours des petites pépites. Je vous conseille absolument d'aller regarder. Il y a ses photos et il y a aussi ses stories à la une. Donc évidemment, il y a aussi du New York, il y a de la Thaïlande, il y a de tout. C'est une vraie invitation au voyage. Les photos sont super bien faites, c'est coloré. Vraiment, je vous le conseille absolument, c'est super. Et puis on va rire un petit peu après tout ça parce que la culture c'est bien, les voyages c'est bien, mais il faut quand même bien se marrer. Le compte que je vous propose aujourd'hui pour ça, il s'appelle À Juste Titre et en fait c'est un compte qui référence tous les articles de presse complètement incongrus ou très très drôles, tous les titres qui nous interpellent ou qui sont drôles ou qui sont incongrus. Et vraiment, c'est un compte où tous les jours ils mettent des articles absolument géniaux. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple? Vous avez elle ouvre la porte de l'avion parce qu'elle avait un petit peu trop froid. Je précise que ce ne sont que des vrais titres de presse, donc c'est des choses complètement folles qui sont arrivées réellement dans la vraie vie. Et on parle de journaux, des petits journaux locaux en général. On a aussi il brave le confinement pour aller danser la chenille dans la rue. Alors ça, je pense à beaucoup de gens de Studio Qualita qui auraient pu faire une chose pareille, notamment mes amis David de la technique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Trump qui pense que la grippe de 1917 a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Cherchez l'erreur. On a vraiment que des titres qui sont hyper intéressants. Voilà, pour cette fois ce sera terminé. J'espère que vous aurez des super retours à me donner sur tous ces comptes. Si vous avez des comptes dont vous avez envie que je parle, n'hésitez pas à envoyer vos suggestions à Studio Qualita. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Voilà, So Fâche So Good, c'est fini pour aujourd'hui. Profitez bien du soleil qui est encore là. Allez vous balader dans tous les coins d'Israël en pensant très fort à ceux qui ne sont plus là pour le faire. Souriez envers et contre tout et surtout, montez le son.